on enchaîne avec la dernière présentation. Merci à tout le monde d'avoir été discipliné à ce point. On est dans les temps, c'est parfait. On va avoir le luxe d'avoir une période de questions. Alors, la prochaine communication sera celle de Sophie Reynard, qui est attachée à la Stony Brook University, State University of New York, et elle s'intitule « Mademoiselle l'héritier et Madame de Murat, porte-parole des femmes modernes ». Merci Luc et bonjour à toutes et à toutes. Salutations de l'État de New York en ce triste jour du souvenir puisqu'aujourd'hui c'est Memorial Day aujourd'hui aux États-Unis, c'est férié. Je remercie mes collègues québécois de m'avoir incluse dans cette séance. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et je vais vous parler de mon domaine de prédilection, le conte de fées et les autres petits genres du XVIIe siècle, notamment la littérature féminine de la seconde préciosité. Alors, si Charles Perrault est le chef de file incontesté des modernes, dans la grande querelle des anciens et des modernes, parmi les auteurs de contes de fées, je souhaiterais montrer ici que ce sont plutôt ses consoeurs, Mademoiselle l'héritier et Madame de Murat en particulier, avec Madame d'Aulnoy de manière moins explicite, qui représentent la vraie modernité, dans la féminité qui est inhérente à ce mouvement. Comme nous le savons déjà, dans cette querelle académique, les modernes ont volontiers embrassé la cause des femmes pour se les mettre dans leur rang et ont pour ce faire été jusqu'à imiter la parole ou l'écriture féminine, comme nous allons l'examiner ici, à travers des textes comparatifs qui entretiennent entre eux différents degrés de connexion. Émulation, simulation, je parlerai tout d'abord du phénomène transtextuel des contes de fées, avant d'illustrer ce phénomène de manière plus large à travers d'autres exemples d'autres genres mineurs de la littérature de cette époque. Marie-Jeanne L'Héritier est l'un des premiers auteurs de contes de fées à publier ses œuvres et se révèle la meilleure championne du genre dans le cercle des conteuses. Les 3 contes qu'elle a insérés dans son recueil de 1695, intitulé « Œuvres mêlées », font en effet partie des premiers de cette vogue. Seulement son oncle Charles Perrault et sa consoeur Madame d'Aulnoy en avaient déjà publié avant elle. Du reste, Madame d'Aulnoy, la première, aussitôt que 1690. Dans les préfaces de ses contes, Mademoiselle l'Héritier fait allusion à des conversations de salon qui portaient sur le racontage de contes de fées et elle mentionne entre autres l'existence du recueil de Perrault qui devait être publié peu après, en 1697. Dans Les Enchantements de l'éloquence, une histoire basée sur la même que Les Fées de Perrault, l'héritier fait allusion à la version de son oncle, ce qui suggère la possibilité que les 2 contes aient été écrits dans un contexte d'émulation réciproque. Dans ce même recueil, Œuvres mêlées, l'héritier mentionne aussi Madame de Murat en préface à son conte La princesse discrète ou les aventures de Finette, où elle fait allusion, elle aussi, à un épisode de racontage de contes qui se serait passé 3 ans avant la publication des 2 recueils de contes de Madame de Murat, ces contes de fées et les nouveaux contes de fées, tous les 2 datés de 1698. S'il est donc clair par ces exemples de première main que Mademoiselle l'Héritier était en très bons termes à la fois avec son oncle Perrault et Madame de Murat, c'est plutôt avec Madame de Murat et les autres conteuses, Madame d'Aulnoy, Mademoiselle de la Force, etc., qu'avec Perrault qu'elle partage une poétique et une esthétique particulières. Et pour justifier ceci, je citerai les propos même de Madame de Murat sur ce qui lie les comtesses pionnières qu'elle appelle les fées modernes et à qui elle dédie cet épître. Je cite : « Les anciennes fées, vos devancières, ne passent plus que pour des badines auprès de vous. Leurs occupations étaient basses et puériles. C'est pourquoi tout ce qui nous reste aujourd'hui de leurs faits et gestes ne sont que des contes de ma mère Loi. Elles étaient presque toujours vieilles, laides, mal vêtues et mal logées, et hors Mélusine et quelques demi-douzaines de ses semblables, tout le reste n'était que des gueuses. Mais pour vous, mesdames, vous avez bien pris une autre route. Vous ne vous occupez que de grandes choses, dont les moindres sont de donner de l'esprit à ceux et à celles qui n'en ont point, de la beauté aux laides, de l'éloquence aux ignorants, des richesses aux pauvres et de l'éclat aux choses les plus obscures. Vous êtes toutes belles, jeunes, bien faites, galamment et richement vêtues et logées, et vous n'habitez que dans la cour des rois ou dans des palais enchantés. » Fin de citation. Il est tout à fait clair ici que nos conteuses ne prennent aucune part de reconnaissance dans les simulations féminines de Perrault dans ces histoires du temps passé. Ainsi donc, cette préface de Murat nous est très précieuse car elle oppose à ces simulations de conteuses telles que Perrault nous les donne à imaginer, une vieille paysanne au coin du feu,
la vraie voix féminine des conteuses qui est celle des grandes dames de salon qui aiment à badiner et charmer par la douceur de leur style. Outre le conte de fées, je citerai d'autres exemples esthétiques où la féminité est un objet d'imitation, l'opéra, le dialogue des morts et les épîtres. La question des femmes est le dénominateur commun des trois querelles, la querelle des femmes, la querelle d'Alceste et la grande querelle des anciens et des modernes. Examinons la chronologie. Le conte de Perrault intitulé Griselidis, censé faire hommage à la patience des femmes et dénoncer la misogynie, est lu pour la première fois à l'Académie française en août 1691. En 1694, Boileau publie sa fameuse satire 10 sur les femmes et Perrault de riposter la même année avec son apologie des femmes. C'est vraiment la satire de Boileau qui combine ces deux questions qui nous préoccupent ici, celle des femmes et de la dispute entre les anciens et les modernes. En effet, en dépit de son titre, la satire 10 ne s'en prend pas seulement aux femmes, mais bien plus encore au nouveau genre populaire à l'époque, la tragédie lyrique, à savoir l'opéra, en raison du rôle précisément que les femmes ont joué dans sa popularité. Écoutez comment Boileau dénigre à la fois ce genre en vogue et les femmes qui tombent dans son panneau. Je cite : « Par toi-même bientôt conduite à l'opéra, de quelle air penses-tu que ta sainte verra, d'un spectacle enchanteur la pompe harmonieuse, ces danses, ces héros à voix luxurieuse, entendra ses discours sur l'amour seul roulant, ces doucereux Renaud, ces insensés Roland, saura d'eux qu'à l'amour, comme au seul Dieu suprême, on doit immoler tout, jusqu'à la vertu même, qu'on ne saurait trop tôt se laisser enflammer, qu'on a reçu du ciel un cœur que pour aimer. Et tous ces lieux communs de morale lubrique que Lully réchauffa des sons de sa musique, mais de quel mouvement dans son cœur excité sentira-t-elle alors tous ses sens agités ?» Fin de citation. Ces vers caustiques de Boileau, s'ils ne représentent pas une simulation de paroles féminines à proprement parler, présentent quand même en exphrasis le comportement impressionnable et lascif de ces femmes à qui précisément les auteurs modernes ont cherché à plaire en composant leurs livrets et leurs mélodies, en les payant de leur propre monnaie, c'est-à-dire en leur parlant le langage suave qui les touche. Il faut aussi rappeler que dans son art poétique, en 1674, Boileau avait déjà fait le procès d'un autre genre littéraire dit féminin, le roman, notamment le roman héroïque de Madeleine de Scudéry, pour ses effets tout aussi nocifs. De même, le janséniste Jacques Arnaud, défenseur de la satire 10 de Boileau, condamnait tous les opéras en dénonçant l'effet insidieux que leurs paroles et leurs airs lascifs produisaient sur l'esprit des femmes. Dans les deux cas, la métamorphose du poison est utilisée. Même le précepteur royal François Fénelon, qui pourtant avait écrit en faveur de l'éducation des femmes, lui aussi condamne l'opéra, estimant que ce genre représente une menace politique à la République par l'effet amollissant qu'il peut avoir sur les hommes. Il est donc incontestable que l'opéra est perçu comme un genre féminin. Et ce caractère voluptueux et efféminé de l'opéra est commun aussi aux autres petits genres de l'époque, ce qu'on appelle la littérature mondaine et galante, qui en bloc se retrouvent rejetés par les anciens et les érudits à la fois. Les modernes, au contraire, apprécient précisément cet aspect spontané et naturel de la culture contemporaine, cette approche féminine qui l'emporte selon eux sur l'autorité ossifiée des anciens et qui ne correspond plus au goût et aux mœurs modernes. Simuler la voix féminine pour les auteurs modernes en cette mi- et fin du XVIIe siècle, c'est donc se mettre au goût du jour et c'est aussi une revendication nationaliste. C'est faire preuve de loyalisme monarchique, comme je l'ai déjà montré dans de nombreux travaux précédents. En gros, je dirais ici que simuler une voix féminine pour se garantir l'auditoire féminin, c'est aussi une stratégie politique. Un troisième exemple dont j'aimerais parler, c'est celui du dialogue des morts, ce sous-genre antique qui lui aussi, comme le conte, la fable, etc., réémerge à cette époque, entre 1680 et 1715. Ce qui m'intéresse cette fois, ce n'est pas la simulation de voix féminine de la part d'auteurs masculins, mais la reprise féminine d'un genre à succès pour faire entendre le pendant féminin de voix illustres du passé qui n'ont jamais auparavant été entendues. Le Parnasse reconnaissant ou le triomphe de Madame Déhoulière, de Mademoiselle l'Héritier, représente l'exemple intéressant d'un dialogue des morts qui fait parler la femme à qui elle veut rendre hommage, la poétesse Antoinette Déhoulière, qui a été au pic de sa popularité dans les années 1680. L'Héritier la met en scène dans un duel littéraire avec Boileau,
comme pour lui donner enfin la chance de se venger des critiques acerbes dont il l'avait accablé pendant sa carrière. Dans le Triomphe, une Madame Déoulière à l'état désincarné s'achemine vers son ultime triomphe sur le mont Parnasse. Là, elle se retrouve reçue par le dieu Apollon comme la 10e muse. Par ailleurs, Mademoiselle L'Héritier dédie ce texte à une autre femme auteure, la grande romancière des années 1650, Madeleine de Scudéry, que Boileau avait également abondamment critiquée à travers son œuvre satirique. Ce dialogue des morts de Mademoiselle L'Héritier paraît 1 an après la seconde version officielle du dialogue de Boileau et se présente clairement comme une riposte. Comme Boileau, L'Héritier met en scène un tribunal d'auteurs, mais dans sa version à elle, le juge Minos a charge, je cite, d'examiner un procès étrange. C'était celui d'un misanthrope de nouvelle espèce, qui pendant sa vie avait été l'ennemi irréconciliable des femmes, et qui ne les avait haïs et déchirées qu'à cause qu'ils ne pouvaient souffrir leur enjouement et leur douceur naturelle. Fin de citation. Probablement pour le grand plaisir des modernes, mais tout particulièrement celui des femmes de son cercle, les femmes auteurs, les grandes dames et les lecteurs de gazettes mondaines, puisque le Triomphe sort en premier dans le Mercure galant, L'Héritier s'amuse à déchirer le cynique Boileau à travers son éloquence. Je cite, « Minos, enfin, le jugea et le condamna à recevoir de Cerbère autant de morsures que sa langue médisante avait lancé de traits injurieux contre les femmes, et à prendre ensuite les livrées des furies pour être leur laquais à perpétuité. Supplice trop léger pour un crime de cette classe, quoiqu'il y eût beaucoup à souffrir dans le service de ces terribles sœurs, et que l'aspect des serpents de leur coiffure fût seul capable de faire frémir d'horreur celui qui porterait les lambeaux de leur queue déchirée. » Fin de citation. Dans ce tribunal, à un moment où les genres passent en revue, quand il s'agit de la satire, L'Héritier en profite encore pour viser Boileau, puisqu'elle lui fait refuser à Juvénal, son modèle littéraire, de lui serrer la main. Parce que, je cite, « modérant point son sel trop caustique, il avait au grand scandale du beau sexe réduit à 3 le nombre de femmes d'honneur. » Fin de citation. Pour ce qui est du domaine du lyrique, L'Héritier met en scène Quinault et Lully, dont elle récite par ailleurs les louanges dans d'autres écrits mondains, et dans un arc de triomphe des femmes érudites qu'elle érige, elle n'oublie pas la romancière à succès des années 1680, Catherine de Villedieu. L'Apollon de L'Héritier fait lui-même l'éloge de ces illustres femmes et exprime son outrage à toute cette longue tradition des libelles misogynes de l'Antiquité et des 2 querelles de l'époque, la querelle des femmes et la querelle des anciens et des modernes. Selon les mots d'Apollon, ces libelles contre les femmes, je cite, « sont remplies de faux traits qui les rendent méconnaissables. » Fin de citation. Apollon est clairement le porte-parole de Mademoiselle L'Héritier et comme elle, il se présente comme le champion de la cause des femmes. Madame de Murat également, inspirée par les dialogues des morts de Fontenelle de 1683, entreprend pour amuser l'une de ses amies un dialogue impromptu qu'elle rapporte ensuite à sa cousine dans son journal du début du XVIIIe siècle, dans le goût, je cite, de ceux de Monsieur de Fontenelle, autant que je pus, s'entend, imiter un si bon auteur. Fin de citation. Ainsi, elle met en scène Junie, l'un des personnages des Exilés de la cour d'Auguste, un roman de Villedieu qu'elle composait entre 1672 et 1678, ainsi que Madame de Villedieu elle-même. Dernier exemple d'émulation-simulation entre auteurs hommes et auteurs femmes de la modernité, les entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle, de 1686. Ce recueil présente une série de conversations entre un philosophe galant et une marquise, alors qu'ils se promènent sous les étoiles. Cette mise en scène rappelle le genre de la promenade, auquel Jean de La Fontaine et Madeleine de Scudéry, parmi d'autres, s'étaient essayés quelques années avant et qui était encore en vogue à l'époque. Dans sa préface, Fontenelle explique la stratégie qu'il a adoptée pour inciter les femmes à sa lecture scientifique. Je cite, « J'ai mis dans ces entretiens une femme que l'on instruit et qui n'a jamais ouï parler de ces choses-là. J'ai cru que cette fiction me servirait et à rendre l'ouvrage plus susceptible d'agrément et à encourager les dames par l'exemple d'une femme qui, ne sortant jamais des bornes d'une personne qui n'a nulle teinte des sciences, ne laisse pas d'entendre ce qu'on lui dit et de ranger dans sa tête, sans confusion,
les tourbillons et les mondes. Pourquoi des femmes céderaient-elles à cette marquise imaginaire qui ne conçoit que ce qu'elle ne peut se dispenser de concevoir ?» Fin de citation. De fait, son ouvrage remportera un vif succès et Fontenelle sera enfin élu à l'Académie française en 1691, après y avoir été rejeté 4 fois auparavant à cause de ses détracteurs Racine et Boileau. Les épîtres héroïques d'Ovide, traduites en vers français de Marie-Jeanne L'Héritier, qui date de 1732, partagent ce même objectif de Fontenelle, selon l'avertissement de l'auteur. Je cite, « J'ai tâché de faire en sorte qu'Ovide ne parlât pas latin en français, et en conservant exactement les pensées, j'ai fait tous mes efforts pour donner à mes vers un tour naturel et original, dit-elle. J'espère du moins que les dames me tiendront quelque compte de leur donner des vers de leur donner en vers des traductions qui n'avaient point paru depuis une si longue suite d'années, ajoute-t-elle encore. Dans cette œuvre, l'héritier donne du crédit aux travaux pionniers de Fontenelle, qui avait commencé à traduire quelques épîtres d'Ovide, et l'on peut présumer que c'est lui qui lui en a inspiré la continuation. Madame de Murat, quant à elle, reconnaît à Fontenelle un talent de moderne qui sied aux femmes du monde, mais il n'en reste pas moins que ses goûts se portent encore davantage aux auteurs féminins de la modernité, comme elle le remarque ici dans son journal à sa cousine, que j'ai cité auparavant, et elle fait ses remarques à sa cousine qui vient de lui envoyer cette lecture. Je cite, « Je vous rends 1000 grâces des lettres de Fontenelle. Cela est assez joli, mais sans nous vanter, vous et moi, en écrivant tous les jours, sans songer même à bien écrire, qui valent beaucoup mieux que celle-là. Je crois que les exilés et les désordres de l'amour, encore une référence à Madame de Villedieu avec ces 2 titres, auront rempli auprès de vous la réputation que je leur avais donnée. C'est cela qui est bien écrit. » Fin de citation. D'autre part, nous savons que les anciens critiquaient la personnalité opportuniste de Fontenelle. La Bruyère, par exemple, caricature dans ses caractères sous le nom de Sidias, un bel esprit de profession. Je cite, « Il cherche quelques femmes auprès de lui de qui il puisse s'insinuer. » C'est en un mot un composé du pédant et du précieux. Fin de citation. Donc, pour conclure de manière très brève, je rappellerai ici l'exemple de Perrault et de Fontenelle, qui tous deux ont utilisé la cause des femmes à leur avantage. Sans hésiter à s'insinuer d'elles, pour reprendre cette expression de la Bruyère, ou simuler les mères grands, dans le cas de Charles Perrault, mais tout de même, en tout cas selon les femmes, ce sont les vraies femmes de lettres qui possèdent le meilleur talent pour tous ces petits genres, et mieux vaut les laisser parler plutôt que de les faire parler. Merci à vous.